J'ai été très timide durant mon enfance. Par contre, depuis tout petit, j'allais déjà vers les animaux. Aujourd'hui, les gens sont enchaînés dans leur esprit et dans leur mental. Ça, c'est plus fort que des chaînes qui peuvent nous lier les mains ou les pieds. Moi, je me retrouve devant les humains. Je fais beaucoup plus attention qu'en face d'un animal. Parce que l'être humain peut te servir à manger et te buter 5 minutes après. C'est vrai. Les animaux m'ont appris le détachement. Rien ne m'appartient. Même ma maison ne m'appartient pas. Parce que nous allons partir, nous sommes des touristes. Bien sûr. Ta propre femme, quand tu étais vivant, celle dont tu étais tout le temps jaloux, c'est quelqu'un d'autre qui serait déçu. On est à une époque où les gens ont peur de tout. Quand tu as peur, les décisions ne viennent plus de toi-même. Ça vient de la peur. Et dans la peur, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. Et la nature, c'est le meilleur docteur qui peut exister sur cette planète Terre. C'est un ami un jour qui me dit, mais Dego, ce que tu fais, tu n'as pas une page où tu les postes. Il m'a parlé d'Instagram. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu appelles Instagram? Depuis toujours, je n'ai jamais vu un animal qui est mort de faim chez moi. La nature ne nous délaisse pas quand on est à son service. Donc quand tu ramènes un serpent, les parents sont là. Tu ramènes un crocodile, les parents sont là. Donc il se dit, mais il y a quel problème? Il nous met en danger là. Derrière cette folie, il y a une sagesse. Quelle est ta raison d'être à toi? C'est ta mission. Ce qui fait que tu te lèves tous les matins. Qu'est-ce qui t'anime vraiment? Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk Rock, le podcast qui vous incite à rêver, oser, créer, qui est réalisé avec le soutien de MH Center, incubateur de raison d'être pour jeunes adultes. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un homme extraordinaire, et je pèse mes mots, un profil atypique et inspirant, qui a fait de la préservation de la nature son combat. De Gaulle, le fou sage, est depuis quelques années maintenant une icône. Très suivi sur les réseaux sociaux, il sensibilise, il protège et il travaille surtout à consolider le lien entre les hommes et la nature. Dans cet épisode, nous allons aborder de nombreux sujets. Nous parlerons de son parcours, de sa vision, de sa philosophie, de sa façon de voir la vie, mais nous parlerons également du poids de la peur. Nous évoquerons à quel point elle est un frein dans la société moderne. Nous parlerons de la nécessité de retourner vers la nature et nous aborderons de nombreux sujets qui vous permettront de rêver, d'oser et de créer la vie que vous méritez. Attachez vos ceintures, c'est parti. 3, 2, 1, go! De Gaulle le fou sage, bonjour. Oui, bonjour. Comment te portes-tu? Je vais très bien. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu es très occupé par les animaux, mais pas seulement les animaux, puisque récemment, on t'a vu d'ailleurs, on va dire, un peu au chevet des populations. Ah oui. On pourra en reparler tout à l'heure. Et merci d'avoir trouvé le temps de venir sur Talk Rock, notre podcast qui incite les gens à rêver, oser et créer. Alors, je voudrais, pour commencer, comprendre un peu d'où tu viens. Parce que aujourd'hui, les gens te regardent comme un homme mystérieux, quelqu'un qui a des pouvoirs extraordinaires. Tu es très suivi, tu inspires, tu intrigues aussi. Mais avant d'être De Gaulle, le fou, sage, De Gaulle Panda, il y a beaucoup de surnoms. Quel enfant étais-tu? Bon, déjà, mon enfance, j'ai été un enfant très timide. Je me rappelle que mes parents, pour me voir parler, me mettaient avec des petits-enfants. Et ils se mettaient à l'écart, cachés dans un coin. Et quand je prononçais quelques phrases, les parents sortaient de leur cachette et tout contents applaudissaient. Okay. Donc j'ai été très timide durant mon enfance. Okay. Par contre, depuis tout petit, j'allais déjà vers les animaux. Et j'allais beaucoup plus dans la nature et j'étais beaucoup puni pour cela. Ah, on te punissait à la maison? Oui, on me punissait parce que tu vois un enfant qui se retrouve dans la forêt et qui peut se faire bouffer par des animaux. C'est dangereux. Donc les parents s'inquiétaient et je les comprends, je ne suis pas fâché parce que peut-être qu'à leur place, j'allais faire pareil. Non, pareil. Oui. Et est-ce que tu te posais la question de cette attraction que tu avais pour la nature déjà, ou toi tu le faisais vraiment spontanément? Je ne me posais pas de questions parce que c'était un truc naturel en moi. C'était juste normal. Et jusqu'à présent, je trouve que c'est normal. L'homme est fait pour vivre dans la nature. Ils ne sont pas faits pour être enfermés derrière des bâtiments qui sont des prisons dorées. Donc, ils sont faits pour vivre naturellement dans la nature
et pas ce que nous faisons aujourd'hui en saccageant tout, juste pour notre propre plaisir, qui n'est même pas vraiment un plaisir, parce qu'après on est en prison. On se crée notre propre prison. Effectivement. Alors que la nature, elle nous a tout donné, elle nous ouvre les portes de la liberté. Donc tu estimes, et je partage en partie ton avis, mais je veux vraiment écouter ta philosophie, c'est pour ça que nous te recevons, tu estimes que finalement la société moderne, c'est une société qui fait de nous des esclaves? Ou est-ce que ce sont les hommes qui eux-mêmes s'esclavagisent? Comment est-ce que tu perçois ça? Je pense que les humains pensent que l'esclavage a été aboli, mais actuellement nous sommes dans un ère d'esclavage beaucoup plus dangereux que même ce qui a été aboli. Aujourd'hui, les gens sont enchaînés dans leur esprit et dans leur mental. Ça, c'est plus fort que des chaînes qui peuvent nous lier les mains ou les pieds. Physique, quoi. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Et quand tu parles, c'est très intéressant hein, ton approche. De toute façon, à travers tes vidéos, on constate que toi, tu vis en harmonie avec la nature, tu as une certaine symbiose. J'aime bien les vidéos où on te voit cueillir une mangue et la manger directement. Ah oui. Pendant que nous, on passe notre temps à aller acheter des produits qui sont dans des boîtes, alors que, comme on dit, tout ce qui est en boîte est certainement du poison pour nous. Oui, parce que nous fuyons la nature, mais après nous consommons des produits chimiques qui après vont nous causer des problèmes de cancer. Et à la fin, nous luttons. Nous avons des journées de lutte contre le cancer. Et alors que c'est nous-mêmes qui créons encore ce cancer, en mettant en place des produits qui nous créent ces maladies. Finalement, l'être humain vit comme s'il est perdu. Alors que la nature, elle nous propose des choses naturellement. Les plantes médicinales poussent naturellement. Des fruits, ça pousse de façon naturelle. Mais nous avons préféré une situation que nous pensons être facile, mais qui nous aggrave la santé. Ce que tu dis est pertinent. Maintenant, de façon pratique, c'est pas toujours simple. On va y revenir tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, on est déjà pour la plupart embrigadés dans le système. Donc, en sortir, moi, je pense est généralement plus difficile. Je pense que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il y a toujours une porte de sortie. Une porte de sortie. Un échappatoire. Quelque part. Alors, parlons un petit peu de ton mode de vie, justement. Tu es entouré d'animaux que la plupart des gens jugent dangereux, effrayants. Les reptiles notamment, mais pas que, hein, on retrouve vraiment toutes sortes d'animaux, scorpions, il y a des animaux domestiques aussi, mais bon, c'est pas ça qui est le cœur de ton activité et qui fait ta réputation aujourd'hui. À quel moment, en grandissant, tu as compris que la peur n'était pas vraiment là où on croit qu'elle est? Parce que finalement, dans tes vidéos, quand on t'écoute, tu dis parfois en face d'un serpent qui peut faire fuir quasiment tout le monde. Si vous n'avez pas peur, le serpent ne vous fera rien. Donc toi, tu as compris que la peur n'est pas là où on croit, ou le danger n'est pas là où on croit. À quel moment tu as détecté ça dans ton parcours? Quand tu étais adolescent, plus grand, comment ça s'est fait? Bon, déjà, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, très tôt, ne m'ont pas enseigné la peur. Parce que la peur, ça s'enseigne. Ah, très bien. J'aimerais que tu développes un peu ça. La peur s'enseigne. La peur s'enseigne. Comment? Quand on fait peur à un enfant en lui disant il y a danger ici, il y a danger là-bas, dehors il y a ceci, à l'intérieur il y a ceci, ça crée une situation de peur et de manque de confiance en soi. Moi, mes parents ne sont pas dans cette ambiance. C'est vrai que j'ai été de temps en temps puni quand j'allais vraiment m'exposer dans la nature. Mais en même temps, c'est des parents qui m'ont laissé vivre vraiment. D'accord, prendre des risques, te découvrir, quoi. Oui, c'est important de prendre des risques. Et les humains, par exemple, ont peur, quand on parle vous venez de parler du reptile, le serpent. Ils ont peur de serpent. Alors que si nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans les familles, il est dit que plus de 50 000 femmes meurent dans le foyer, tuées par leurs conjoints. À quelle échelle?
Mondial. Et Mondial, quelle oui. périodicité? Par an, c'est ça? Par an, 50 000. 50 000. C'est-à-dire quelqu'un qui, devant la mairie, a tout juré, quelqu'un qui te porte la bague au doigt, te tue après. Et de l'autre côté, nous avons peur d'un serpent qui va juste se défendre si nous voulons le tuer ou bien si nous le prenons avec la main. Aucun serpent ne viendra te mordre quand tu es assis tranquille ou quand tu marches ou que tu es en balade ou quoi que ce soit. Le serpent va juste se défendre si tu le mets entre quatre murs en voulant le tuer ou en voulant le capturer. La plupart des morsures, vous allez constater que c'est à la main ou au pied. Les gens piétinent ou soit essaient d'attraper. Ok, donc c'est Oui. la partie du corps qui se rapproche du serpent, c'est là que lui, il attaque pour se défendre. Pour se défendre. Et d'habitude, ces poissons-là piétiner ou soit on veut jouer à je sais quoi et puis on le prend avec la main. Ok. Alors que l'être humain peut juste te détester parce que tu es celui que tu es. Pas parce que tu lui as fait quelque chose de mauvais. Nous voyons aujourd'hui les abus policiers. Tu donnes une arme à quelqu'un, il se croit tout permis. Bien sûr. Alors qu'en même temps, le serpent a une arme très puissante. Son venin, qu'il ne va pas utiliser comme ça, il va l'utiliser seulement quand c'est nécessaire. Mais c'est lui qui nous fait peur. Et de l'autre côté, on dort avec le danger à la maison. C'est très profond ce que tu dis. C'est-à-dire que celui ou celle qui partage notre vie, qui est censé être, on va dire, la manifestation de l'amour, devient finalement le nid du danger. Exactement. On dit souvent que le moustique qui nous pique dans notre moustiquaire. Donc, le danger. Il est déjà rentré avant que tu descendes de la moustiquaire. Le danger n'est jamais loin. C'est ça, exactement, exactement. Mais quand tu parles des reptiles, je crois que je suis tombé une fois sur une de tes vidéos. Il y a une phrase qui m'avait marqué parce que je l'ai trouvée violente. Je pèse le mot, et forte. Oui. Tu disais que le serpent est plus sage que l'homme. Oui. Est-ce que tu te rends compte que c'est très fort? C'est-à-dire, c'est une phrase choc. Donc, forcément, ça reste en mémoire. Oui, moi, personnellement, je suis avec des serpents il y a des dizaines d'années. Je n'ai jamais eu d'accident. OK. Et personne autour de moi qui travaille avec moi n'a jamais eu d'accident. Pas une seule fois? Pas une seule fois. Donc, imagine si c'était avec des humains. Si c'est les humains, avec des humains, je travaillais. Je suis sûr qu'actuellement, j'aurais plein de problèmes. Et vous êtes entrepreneur, vous savez, l'apport avec des humains, c'est que ça donne. C'est le plus difficile, la gestion des hommes, grand âge, des ressources humaines. Oui. Effectivement. Quand moi, je me retrouve devant les humains, je fais beaucoup plus attention qu'en face d'un animal. OK. Je double plus ma vigilance en présence des humains que, par exemple, en présence d'un serpent. Waouh. Parce que l'être humain peut te servir à manger et te buter 5 minutes après. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et les animaux, ils ne sont pas hypocrites dans ce domaine. Tu viens vers eux, ils ne t'aiment pas, ils te le montrent. C'est clair, à moins que tu insistes et que finalement, tu te fasses bouffer et que tu te fasses tuer. Il n'y a pas de semblant. Il y a plus de loyauté, plus de les animaux sont spontanéité. Oui, les animaux sont purs. Nous, les humains, nous avons perdu cette pureté. Les animaux sont encore intacts. Ils ne sont pas corrompus. Donc, on a beaucoup à apprendre des animaux. Ah oui, ce que je fais, par exemple, je n'ai jamais fait une école sur les animaux, ni quoi que ce soit. Mais tout ce que j'ai appris, c'est les animaux qui me l'ont appris. Je passe plus de temps avec eux. J'arrive à savoir comment les traiter, comment les nourrir, quel apport je dois avoir avec eux pour que les choses se passent bien. Je ne l'ai pas appris dans une école ni dans un livre. C'est les animaux eux-mêmes qui me l'ont transmis. Mais ça, c'est un don. On est d'accord que tout le monde ne peut pas faire exactement pareil. N'est-ce pas? Oui, parce que tout le monde n'est pas à l'écoute. OK. Tout le monde n'est pas à l'écoute. Mais cette écoute, c'est un don aussi. Oui. N'est-ce pas? Exactement. Parce que je comprends tout à fait, je suis admiratif, comme beaucoup de gens,
Mais je pense que de la même manière qu'il y a des personnes qui ont des talents formidables pour chanter, d'autres pour écrire, d'autres peut-être pour faire de la cuisine, je pense que tu as un don, hein, ça c'est indiscutable, Ah oui, que tu as développé, bien sûr, parce ah que oui. tout se travaille, mais il y a quand même une mission certainement qui t'est confiée et les leçons que tu dis que tu apprends avec les animaux, ce qu'ils arrivent à te transmettre, c'est parce que tu arrives à les percevoir. Justement, à ce propos, qu'est-ce que les animaux, est-ce qu'il y a une ou deux leçons comme ça que les animaux t'ont enseigné sur les hommes en général, sur la vie, et que les humains, eux, n'ont pas encore comprises? Ah oui. Et dans mon cas, les animaux m'ont appris le détachement. Ok. Moi, je vis dans le détachement. Rien ne m'appartient. Hmm. Ah oui, rien ne m'appartient. Même ma maison ne m'appartient pas. C'est-à-dire, ta propre maison. Ne m'appartient pas. Et parce que nous allons partir, nous sommes des touristes. Bien sûr. Tous. Et nous allons partir. Et ta propre femme, quand tu étais vivant, celle dont tu étais tout le temps jaloux, c'est quelqu'un d'autre qui serait déçu. Absolument. Oui, c'est la loi. Elle ne t'appartient pas. C'est vrai. Et j'avais vu, maintenant que tu le dis, j'avais vu dans un livre un jour, quelqu'un qui disait que même tes enfants, c'est une location. Oui, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Absolument. On s'accroche, on se fait du mal. Et puis, on fait du mal aussi à ces personnes parce qu'on ne les permet pas de vivre. Quand tu t'accroches à quelque chose comme si ça t'appartenait, la chose devient comme une chose. Ce n'est plus un être qui vit. Donc, c'est important de laisser vivre. Il faut laisser vivre la nature, il faut laisser vivre les gens. Est-ce que tu dirais que les relations aujourd'hui sont toxiques? Quand je parle de relations, c'est pas forcément ou uniquement les relations amoureuses, hein. Je parle même des relations amicales, les relations entre membres de la famille. Les gens ont trop d'attentes vis-à-vis des autres. Je dirais pas, tout n'est pas toxique. Il y a de bonnes relations aujourd'hui, de très bonnes relations. Bien sûr. Mais par contre, de nos jours, avec l'évolution du monde, les humains sont de plus en plus à l'attente de quelque chose. Parfois, ils attendent plus que ce que l'autre peut donner. Et là, ça crée des frustrations. Ouais, et de la souffrance. Et oui. Les gens ne font plus des choses avec un bon cœur. Ils sont beaucoup plus, je lui donne ça, il me donne quoi? Le calcul. Et oui. Et quand c'est comme ça, c'est frustrant. Ah oui. Nous devons apprendre à vivre sans vraiment attendre trop des autres. Donc, tu as dit le détachement, que c'est une des choses que les animaux ont vraiment pu te transmettre comme leçon. En plus, la sérénité. Moi, je suis quelqu'un qui est calme en toute situation. La terre peut trembler, il peut y avoir une balle qui file à côté. Je vais faire les choses dans le calme. À ton rythme. À mon rythme. Et je ne suis pas quelqu'un qui s'affole facilement. Je fais toujours les choses dans le calme. Et je pense que dans le calme, on trouve mieux les solutions parce qu'on n'est pas, tu vois, dans l'excitation, on se lance rapidement dans des choses qui, après, peuvent nous causer des torts. Alors que dans le calme, on arrive à bien réfléchir, à choisir le bon chemin. Et tout ça, c'est les animaux qui me l'ont. Je ne l'ai pas appris par quelqu'un, ni dans une école, ni dans un livre. Au contraire, dans les écoles, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On va nous parler de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, de celui-là, de ceci. Ce qui, soit dit en passant, peut être remis en question. Oui. Et puis, tu finis ta vie à apprendre que celui-là a découvert ceci, ceci. C'est vrai. 10 ans après, on t'apprend que c'était pas vrai. C'était pas lui. Oui, c'est vrai. Et même la science, qui est censée avoir des vérités immuables, se dédie au fil du temps. Parce que la science disait il y a 2 siècles, c'est pas ce qu'elle dit aujourd'hui. On dit que les nouvelles découvertes ont permis de se rendre compte que ceci et cela. Effectivement. Parfois, on nous enseigne le mensonge et on vit dans le mensonge. C'est vrai. Et à notre tour, on enseigne le mensonge. C'est vrai. Et est-ce que c'est pas aussi le mode de vie frénétique que nous avons? Parce que le fait de ne pas pouvoir cultiver la sérénité, moi, j'ai l'impression que c'est dû au système qui est installé
Dans le monde contemporain, il faut tout le temps courir. On a des rendez-vous à telle heure, il faut aller à tel endroit, il faut remplir tel papier, il faut faire telle démarche administrative. Il y a tellement de préoccupations simultanées que les gens ont du mal assez souvent à pouvoir trouver du temps pour eux-mêmes ou du temps pour faire les choses posément. Non, ils pensent que le système est mis en place pour abrutir les gens. Je partage ton avis à 100%. Plus les gens dorment, mieux on peut les dominer. Exactement. On ne domine pas quelqu'un qui est en éveil. Absolument. Donc on a besoin des dormeurs. C'est ça. Et pour avoir des dormeurs, il faut les enseigner le sommeil. Pour les endormir, exactement. Donc ils dorment profondément. Oui. Et aujourd'hui, les humains sont devenus des vaches à lait. On les utilise, mais après, quand ils ne servent plus à rien, on les met quelque part. Et puis on s'occupe d'eux et on attend qu'ils meurent. Ce sont des vérités dérangeantes, mais ce sont des réalités que je partage tout à fait. C'est des vérités tangibles que personne ne peut refuter. C'est ce que nous sommes. Pour d'autres, nous sommes juste comme des êtres à battre. Ils décident, ça prend juste une seconde. Et puis, ils font ce qu'ils veulent. Nous voyons les guerres à gauche, à droite, ce qui se passe. Les gens n'ont rien demandé, mais les bombes viennent les tomber à la figure. Bien sûr. Et c'est seulement 2 ou 3 personnes qui décident de cette situation. Et quand on rajoute à tout ça la peur sur laquelle je voudrais justement t'interpeller, je pense qu'il y a beaucoup de défis. Et je crois que les éléments que tu évoques concernant les animaux, ça devrait interpeller tous ceux qui nous regardent pour qu'ils se posent des questions. Parce que moi, je dis souvent que l'éveil, ça commence par une prise de conscience. Exactement. Et la prise de conscience, ça commence par des interrogations. Ça ne vient pas forcément du jour au lendemain, mais commencer tout doucement à remettre les certitudes, entre guillemets, en cause, ça peut aider. Les animaux vivent à leur rythme, ils prennent leur temps, tu l'as dit, mais le volet peur, je veux qu'on en parle un peu. On a une époque où les gens ont peur de tout. Oui. Au-delà des animaux dangereux, même de l'échec, les gens ont peur. Les gens ont peur du regard des autres. Les gens ont peur même d'oser, de tenter quelque chose. Qu'est-ce que la peur, de ton expérience, qu'est-ce que ça détruit intérieurement chez les êtres humains, sans qu'ils ne s'en rendent compte pour la plupart? Déjà, nous devons savoir que si nous vivons d'abord pour nous-mêmes. Très bien. Parce que si, aujourd'hui, si De Gaulle meurt, les gens vont continuer pas manger, pas boire, pas voyager, pas fêter. Absolument. Rien ne va s'arrêter. Le soleil va se lever. Oui. Donc, ceux dont tu as peur, le jour où tu partiras, ils s'en fichent. Et ils continueront pas à vivre. Donc, il faut vivre pour soi-même. Il faut apprendre à vivre pour soi-même. Je ne dis pas d'être orgueilleux ou égocentrique. Non. Oui. Ça n'a rien, mon message n'a rien à voir avec cela. Et aujourd'hui, la peur, nous voyons là où la peur amène les gens. Si nous nous rappelons de la Covid la dernière fois, oui. Ils ont dit aux gens que ceux qui se font vacciner ne sont pas protégés et ceux qui ne sont pas vaccinés ne sont pas protégés également. Mais vu qu'on les a enseignés d'avoir la peur, les gens sont allés se faire vacciner, malgré qu'ils ne sont pas protégés. Bien sûr. Et tout était clair. Bien sûr. Donc, quand tu as peur, tu prends des décisions qui ne sont pas à ton avantage. À l'époque, nous, on ne voulait pas se faire vacciner. Les gens nous ont pris pour tout ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, à qui on donne raison? À tous ceux qui étaient anti-vaccins, hein, ça c'est réel. Donc, qu'est-ce qui amène les gens à prendre des mauvaises décisions? C'est la peur. Et la peur, on alimente d'abord. On alimente d'abord la peur avant de faire la proposition. On vous conditionne. Oui. Donc, quelqu'un qui a peur ne décide plus par lui-même. Quand tu as peur, tu ne décides plus par toi-même. Tes décisions ne viennent plus de toi-même. Ça vient de la peur. Et dans la peur, on ne peut pas prendre de bonnes décisions. C'est profond. Oui. Donc, il faut cultiver la sérénité. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui vivent dans des environnements stressants? Parce que la plupart des gens sont en société, n'est-ce pas? On a le stress. Il suffit de prendre une moto, une voiture pour se déplacer, hein, pour voir déjà que le stress est déjà ambiant avec les embouteillages. Après, il y a le stress relationnel, il y a les charges professionnelles, il y a ce qu'il faut payer. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que, en fait, on paye tout. Même l'eau, l'air, la terre et le feu, qui sont normalement gratuits. Tout est à acheter et la pression de l'argent fait qu'on court.
Comment est-ce que les uns et les autres pourraient apprendre à décélérer un peu pour baisser la pression? Je pense que les gens doivent apprendre à aller un peu vers la nature. Passer du temps dans la nature. Passer du temps dans la nature. La nature, c'est le meilleur docteur qui peut exister sur cette planète Terre. Et plusieurs fois, je me retrouve avec des gens qui ont voyagé, qui ont quitté loin et qui se retrouvent avec moi dans la nature. Et eux-mêmes, ils prennent conscience du bienfait que cette nature les procure. Et puis, ils ressentent un équilibre qui leur revient. Et mieux, quand ils se retrouvent dans ce milieu naturel, tu es tellement éclairé que des choses qui te paraissent sombres te reviennent de façon claire. Tu arrives à prendre des décisions même très posées et très claires qui t'amènent au bon port. C'est vrai, ça rend plus lucide, effectivement. Donc, quittons le monde stressant et allons vers la nature. Quittons notre zone de confort. Dans la nature, un lion ne va pas nous bouffer, personne ne va nous bouffer. Je ne suis pas sûr que tout le monde sera d'accord avec toi, mais je comprends le message. Et pour des gens qui ne peuvent pas tout quitter du jour au lendemain, on en voit, hein, il y a des cas comme ça, surtout avec les réseaux. C'est passer du temps le week-end. Ils ne sont pas obligés de tout quitter. Voilà. Trouver un week-end, trouver quelques jours, s'évader un peu. Et ça fait du bien. Oui, sortir de sa zone de confort. Parfois, entre quatre murs, on se sent tellement en sécurité, si bien qu'on ne vit plus. C'est ça. Télé, bouffe, la nourriture, travail, retour. L'être humain n'est pas fait pour ça. L'être humain n'est pas fait pour être enfermé, aller au boulot, revenir enfermé, aller au boulot, revenir enfermé. Vaut mieux mourir si c'est ça qui nous est destiné. Si on est destiné à vivre comme ça, le mieux, c'est de mourir dès notre naissance. Ça ne sert vraiment à rien. Le but de l'existence pour toi, c'est quoi? C'est de vivre. Vivre pour toi, c'est quoi? Mais nous sommes des éléments de la nature. Oui. On ne peut pas vivre hors de la nature. On ne peut pas vivre en détruisant la nature. Nous venons de la nature et la nature fait partie de nous. Absolument. Et nous ne pouvons pas faire autrement. Mais actuellement, nous menons une guerre contre la nature et c'est une guerre qui n'est pas à notre avantage. Parce que nous allons perdre cette guerre. Vous voyez, les eaux sont polluées et après nous allons en boire. On ne fait pas du mal à la nature. On va en boire, on va crever après. C'est vrai. La nature, elle va reprendre cette voie tôt ou tard. Elle est là depuis. Oui, elle est là depuis, elle sera là depuis. Donc, on se fait du mal à nous-mêmes. Donc, le mieux, c'est de protéger notre environnement et de prendre soin de la nature sans oublier les animaux. Nous sommes sur Terre pour s'occuper de tout ça. Déjà, on est en guerre contre nous-mêmes, on est en guerre contre les animaux, on est en guerre contre les plantes, on est en guerre contre tout. Et c'est l'homme qui est censé être l'être le plus intelligent qui est dans cette guerre sans fin. Il n'y a pas ce jour, il n'y a pas de guerre. Mais à ton avis, qu'est-ce qui entraîne justement cette destruction massive? Pourquoi est-ce qu'on est... Il y a les conflits armés, hein, évidemment, mais même au-delà de ça, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui explique que nous soyons en confrontation directe avec, comme tu l'as dit, ce que nous sommes, ce qui nous habite, donc la nature, ce qui est. Pourquoi on détruit tout autour de nous, que ce soit les animaux, les végétaux, tous les règnes d'ailleurs? Qu'est-ce qui entraîne ça? C'est parce que de plus en plus, l'homme est déconnecté de lui-même et de la nature. Nous vivons plus dans un monde virtuel que dans un monde réel. On est beaucoup plus accroché à des choses qui n'existent même pas. On ignore juste ce qui est à côté de nous qui pourrait nous faire profiter. Je pense que c'est ça qui nous met dans un monde d'illusions et qui amène les gens à se faire la guerre sans fin. Toi, tu vis dans un monde, tu as ton monde dans le monde, hein, je peux dire ça ici. Parce que oui. Tu vis à ton rythme, tu ne te laisses pas complètement absorber à une époque où nous sommes quand même totalement embrigadés par les écrans, notamment. Ça, c'est un sujet que je voudrais qu'on aborde aussi. Comment tu arrives à trouver l'équilibre? Parce que tu es sur les réseaux sociaux aujourd'hui très actif. Oui. D'accord?
Je ne dis pas que c'est un paradoxe avec ton mode de vie, mais ça mérite quand même qu'on échange là-dessus. Oui. Moi, je voudrais savoir comment tu crées cet équilibre et comment est-ce que tu arrives à utiliser la technologie sans qu'elle finalement ne t'utilise, parce que généralement, c'est ce qu'on fait. Hein. Comme on dit, on cherche de l'argent pour construire une maison et on continue à aller chercher de l'argent sans vivre dans la maison. Ah oui. Bon, toi, comment tu fais? Aujourd'hui, tu es suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Ta popularité, d'ailleurs, tu nous diras comment tu la vis. Pour quelqu'un qui n'est pas attaché à l'ego et tout ça, comment tu vis tout ça? Et avant cet aspect, quelle est la technique que tu as trouvée pour ne pas te laisser absorber complètement par les réseaux et les écrans? Déjà, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Et aujourd'hui, je milite pour le bien-être des animaux, je milite pour le bien-être de la nature. Et les réseaux sociaux sont un outil très efficace. Si les réseaux sociaux sont bien utilisés, c'est à notre profit. Et on peut aussi, comme je le dis, c'est un couteau à double tranchant. Tout comme on peut utiliser un couteau pour poignarder. Bien sûr. On peut utiliser un couteau pour couper des légumes. Bien sûr. Donc, tout est une question d'équilibre. C'est grâce aux réseaux sociaux que les gens m'appellent pour que j'intervienne, je sauve les animaux, Ouais. je les soigne, je les relâche dans la nature. C'est grâce à ces réseaux sociaux que j'ai eu plus de 7 hectares de terre dans lequel je suis en train d'aménager actuellement pour que les animaux puissent avoir beaucoup plus d'espace. Et c'est ta communauté qui t'a soutenu, n'est-ce pas, pour acquérir... soutenu, des gens qui aiment ce que je fais. Donc, les réseaux sociaux, les écrans, c'est un bon outil. Et en même temps, ça peut être un mauvais outil. Parce que la plupart des gens vont dessus. Ben, regardez, maintenant, il y a des enfants de 2 à 3 ans qui ont déjà des appareils. Oui, c'est aberrant. Oui. Et nous voyons des jeunes aujourd'hui qui portent plus de lunettes que des vieux. Il y a beaucoup plus de malvoyants aujourd'hui jeunes Effectivement. qu'avant. Parce que déjà, même avant que l'œil ne soit vraiment bien formé, il est déjà exposé aux écrans. Donc, le côté négatif est là, le positif est là, c'est à nous de chercher l'équilibre. Donc, toi, tu t'en sers pour faire de la sensibilisation par rapport à ton engagement. Exactement. Et en même temps, j'ai assez de temps pour m'occuper de mes animaux et des plantes et de la nature. Tu passes combien de temps en moyenne par jour à faire du contenu? Parce que tu es très régulier quand même maintenant, même si c'est pas des vidéos longues. Parfois, c'est des vidéos, je vois, d'1 minute, 2 minutes, etc. Mais dans ton quotidien, quelle est la place qu'occupe aujourd'hui cette activité? C'est devenu une tâche du quotidien aussi. Déjà, moi, mes vidéos, je réfléchis pas dessus. Je filme juste des choses, vous pouvez regarder mes vidéos, ce n'est pas, je calcule pas. Je fais des vidéos et je les pose quand je veux, comme je veux, c'est pêle-mêle. Tu n'as pas une stratégie, tu n'es pas là à dire je dois poster tel jour à telle heure. J'ai zéro stratégie. Ta stratégie, c'est la nature fait ce qu'elle a à faire. Oui, je poste et puis le vent l'emporte. Super. Oui. Et comment tu as vécu cette notoriété? Ça fait quoi, 3, 4, 5 ans que ça a commencé à véritablement prendre sur les réseaux? Déjà, je n'étais pas quelqu'un qui était sur les réseaux. Ok. C'est un ami un jour qui m'a rendu visite et qui me dit, mais De Gaulle, ce que tu fais, tu n'as pas une page où tu les postes. Il m'a parlé d'Instagram. Je lui dis, qu'est-ce que tu appelles Instagram? Bon, il prend mon portable et il crée une page Instagram. Ok. Il prend mon portable et crée une page Facebook, TikTok. Et il me montre comment poster une vidéo. Donc, les premières vidéos, c'est lui qui les a filmées comme ça et qui m'a montré comment l'envoyer. Donc, c'est comme ça que j'ai fait une première vidéo, une deuxième vidéo. Il a vu qu'il y avait du monde qui s'intéressait et les gens se sont abonnés de partout. Donc, l'idée ne vient même pas de moi. Si ça ne restait qu'à moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui... Tu ne l'aurais pas fait. Non, je n'allais pas le faire, mais il faut dire qu'avec le temps, j'ai compris que ça marchait et j'ai pris un peu goût. Bien sûr, bien sûr. Ben, c'est un outil de diffusion massive et de propagande, entre guillemets. Sinon, je suis sur les réseaux sociaux il y a peut-être 4 ans, 4 ans ou 3 ans. Oui. D'accord, d'accord. Et avant toute cette aventure de Gaulle avec les animaux, tu l'as dit, très tôt, tu as senti la connexion. Qu'est-ce que tu avais
prévu de faire de ta vie professionnelle, je dirais, en tout cas ta vie d'adulte? Qu'est-ce que tu avais pensé faire? Ouais, tu t'étais pas dit depuis le départ, j'aurai mon refuge avec mes animaux. Est-ce que ça a été ton rêve depuis toujours ou il y a eu d'autres plans entre-temps? Bon, depuis toujours, je n'ai jamais pensé, vu que j'étais pas encore assez mûr, j'avais pas encore pensé que les animaux étaient vraiment en difficulté. J'avais pas réfléchi à ce. Et mieux, à l'époque, j'étais chasseur. J'allais à la chasse. D'accord. Ah, donc, à la base, tu es chasseur. J'étais chasseur, oui. Pourquoi tu dis j'étais, tu ne l'es plus? Je suis plus chasseur. Je suis végétarien, je mange plus la viande. Plus du tout. Mais avant, je chassais. Et tous les anciens chasseurs, ils me connaissent. Tout le monde me connaît dans le Nord Bénin. Je ratais pas ce jour de chasse. Mais en même temps, je pensais aimer les animaux. Parce que je les détestais pas vraiment. Mais j'aimais aller chasser. Mais après, j'ai compris qu'il y a un déséquilibre. Et j'ai tout arrêté. Tu as arrêté net la chasse un jour, tu t'es dit c'est terminé. Oui, j'ai arrêté. Je ne suis plus jamais allé et c'est terminé. J'ai arrêté la viande, j'ai arrêté du poisson, j'ai tout arrêté. Ah, même, ouais, donc vraiment, tu ne manges pas le poisson non plus. Ouais. Est-ce que tu prends du lait? Oui, des produits d'origine, lait, fromage? Je prends des œufs. Ok, des œufs. D'accord. Ok. Donc, tu t'autorises quand même ça? Oui. Tu sais, la vie, c'est une évolution. On évolue. Oui. Je mangeais la viande. Oui. Aujourd'hui, je ne mange plus. Oui. Donc, on évolue. Peut-être qu'un jour, tu ne mangeras plus les œufs. Peut-être qu'un jour, je laisserai tout ça. Peut-être qu'un jour, tu reviendras à la viande? Non, impossible. C'est terminé. Mais on ne dit jamais, jamais, il paraît. Il y a des choses sur lesquelles on ne dit jamais. Ah oui? Et oui. Quand on prend conscience de certaines choses, c'est la conscience le truc. Quand tu prends conscience de certaines choses, tu ne peux plus revenir en arrière. Au contraire, je vais peut-être évoluer beaucoup plus. Donc, tu as un mode de vie frugal. Oui, aujourd'hui, je suis végétarien. Dans l'avenir, peut-être que je serai totalement vegan. Oui. Et cette évolution-là, quand elle s'est manifestée, d'un point de vue, on va dire, vie courante, comment est-ce que tu t'es adapté? Parce que quand tu allais à la chasse, c'était ton activité économique aussi. Je suppose que le gibier, parfois, tu le vendais. Oui, je vendais des gibiers. Comme ça, j'ai de l'argent de poche pour aller à l'école, tout ça. Ok. Mais quand tu as décidé d'arrêter tout ça, tu n'as pas, je ne veux pas dire tu n'as pas eu peur, parce que j'ai bien compris que ça fait longtemps que toi, tu as chassé la peur. Oui. Mais est-ce que tu n'as pas redouté quand même la transition? Parce qu'il fallait trouver une activité de substitution. Oui, moi, je me dis toujours, quand une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre. Absolument. Et quand une petite porte se ferme, c'est une grande porte qui s'ouvre après. Belle philosophie. Donc, et c'est comme des gens, quand ils viennent chez moi à la maison, ils me demandent, mais comment tu arrives à nourrir tous tes animaux? Mais j'en arrivais là, parce que on parle de toi, tu manges peu. Mais quand je vois parfois des crocodiles chez toi, j'imagine qu'ils ne mangent pas deux petits morceaux de viande, quoi. Ils me demandent comment tu nourris tes animaux. Je dis, mais aucun animal ne meurt de faim chez moi. Mais comment j'arrive à le faire, je ne sais pas. Donc la nature elle-même crée des conditions et des bénédictions qui te viennent des endroits peu probables. Là, je suis pas, là où je ne suis pas soutenu par l'État, je ne suis pas soutenu par un particulier qui m'envoie telle somme tous les jours, ou bien chaque mois pour m'occuper des animaux, non. Mais depuis toujours, il n'y a jamais eu un animal qui est mort de faim chez moi. Donc la nature elle-même, elle soutient la personne qui la soutienne. La nature ne nous délaisse pas quand on est à son service. Et ça, c'est une leçon que j'ai gardée. Parce que il y a des personnes qui ont beaucoup de moyens, qui ont juste 2 chevaux ou 3 chevaux, mais qui n'arrivent pas à s'en occuper. Alors que moi, je me retrouve avec plus de 100 de ces animaux autour de moi. Plus de 100. Et combien de reptiles à peu près? En permanence. Les reptiles, ils viennent, ils partent. Les reptiles, c'est quand ils sont capturés dans les maisons. Après, ils les libèrent. D'accord. Donc, tu ne verras jamais beaucoup de reptiles chez moi. Ok. Oui, ces derniers jours, il n'y a même pas assez de reptiles. Il y a quelques-uns. Ok. Oui. Ok. Mais quand tu parles à un reptile, aujourd'hui, tu vas nous donner quelques secrets parce que restez concentrés. Moi, je me demande toujours comment ça se manifeste.
Quand tu parles, quand tu communiques, quand tu échanges, évidemment, ce sont des vibrations, c'est de l'énergie, mais ça se passe comment? Il y a des gens qui disent parler aux animaux. D'accord? Je me souviens même que plus petit, il y avait des films fabriqués par Hollywood. Hein. Bon, la science-fiction, mais on sait bien que la science-fiction, assez souvent, elle retranscrit des réalités en les habillant de façon à ce que ça fasse un petit peu surréaliste. Oui. Les personnes qui ont ce don-là de pouvoir communiquer avec les animaux, comment ça se, ou les plantes, comment ça se manifeste? Je suis curieux. Tu entends des mots ou c'est quoi? Tu entends des sons? Bon, déjà, dans mon cas, je peux parler que pour moi. Oui, bien sûr. Je ne sais pas pour les autres. Oui, oui. Quand je suis en face d'un serpent, par exemple, je le ressens. C'est pour ça que jusque-là, j'ai jamais eu d'accident. Quand je suis en face de l'animal, il me laisse connaître ses pensées. C'est comme si ce qu'il pense à l'intérieur est scanné. OK. On ressent les mêmes choses. OK. Lui et moi, on voit les mêmes choses. C'est pour ça que quand je lui tends la main, il n'attaque pas la main. Effectivement, dans tes vidéos. Mais s'il va me mordre, je le sais. Et je ne ferai pas, je ne vais pas tendre ma main parce que je le sais à l'avance. Je sais ce qui va se passer à l'avance avant l'action. C'est incroyable, ça. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de danger. Et quand je suis avec des personnes parce que tout le monde ne peut pas le lire. C'est pour ça que ceux qui ne savent pas le lire, ils ont régulièrement des accidents. Parce que même quand l'animal n'est pas d'accord, et ils ne savent pas, ils vont. Dès que je rentre dans la chambre où se trouvent les serpents, ils sont plusieurs. Le serpent qui ne veut pas que je le touche, je le sais, et je ne le touche pas. Donc, je vais toucher celui qui me donne l'autorisation à côté. Coopératif. Oui. Et tout ça, c'est une question d'énergie. C'est une question de vibration. Et les énergies, ça se sent. Alors, tu peux voir une personne que tu n'as jamais vue qui vient chez toi, mais tu le sens. Et on dit, parfois on dit, j'aime pas sa tête. Oui. Mais de dire, je ne ressens pas ça. Oui. Comme tu peux croiser une personne pour la première fois et te sentir tellement à l'aise avec lui et baisser totalement ta garde. Oui. Parce que tu sens son énergie. C'est pareil avec les animaux. C'est une histoire d'énergie. Tout est énergie. Tout est énergie, effectivement. Et pour justement améliorer son état vibratoire, il y a plusieurs philosophies, plusieurs exercices. Les orientaux ont leurs méthodes, les africains ont les leurs, les caucasiens, occidentaux comme on dit aussi. Quelle petite activité ou petit réflexe, petite habitude simple les gens peuvent dans la vie de tous les jours développer pour améliorer leur état vibratoire? Parce que avec tout ce qu'on a évoqué plus tôt, on comprend très bien que la plupart des gens vibrent très bas parce qu'il y a la peur, les émotions les plus basses, que je ne t'enseignerai pas des choses à ce sujet. Je sais que tu comprends bien ce que je veux dire. La peur, l'angoisse, la jalousie, l'envie, etc., qui maintiennent les gens tout le temps dans des basses fréquences. Qu'est-ce que toi, tu peux recommander? Quelque chose de simple que les gens peuvent faire pour essayer de s'élever un peu progressivement. Je pense que nous devons aller à la source. Nous devons aller charger nos batteries. Et nos batteries, c'est dans la nature. On revient toujours à ça. Oui, c'est la nature. On va beau tourner, il faut aller à la nature. Et quand on parle de la nature, ce n'est pas d'aller forcément dans une grosse forêt, remplie de lions, non, c'est pas ça. Déjà au bord d'une plage, c'est la nature. La plage, c'est la nature. La mer, c'est la nature. En montagne, c'est la nature. Bien sûr. Le jardin, c'est la nature. Donc la nature, ce n'est pas forcément fuir de chez soi et aller se mettre en danger auprès des lions. En fait, c'est de pouvoir se reconnecter un peu avec ce qui existe et qui est intrinsèquement sur Terre. Mais est-ce que ça aussi, tout à l'heure, tu parlais un peu de... Tu l'as évoqué en disant que il n'y a pas de pouvoir public, par exemple, qui assiste particulièrement, mais que la nature t'assiste. Déjà, pour l'ensemble des populations, est-ce qu'on ne devrait pas avoir, quel est ton avis là-dessus, des jardins publics, par exemple, dans Cotonou, dans les différentes villes? Parce que quand on parle de nature, il y en a pas en ville. Si tu n'as pas accès à la mer en semaine parce que ton travail ne te permet pas, bon, moi je suis à 2 pas, je peux y aller, mais combien de gens ont cette chance? Si tu n'as pas cette faveur-là, cette opportunité, comment on peut faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des éléments comme les jardins publics ou des fontaines qui soient mises en place, pensées dans l'urbanisme? Oui, je pense au Bénin,
et principalement Cotonou, l'une des plus grandes villes du Bénin. Je vois déjà un peu partout des jardins publics qui... Ça commence. Oui, ça commence. Oui. On voit que le gouvernement pense à ça. Oui. Je pense que le gouvernement aussi aime la nature. Et ils sont en train de... Puisqu'il est fait d'homme, il doit aimer la nature. Oui. Et donc, mais nous avons la chance d'avoir encore de belle nature au Bénin. Et quand nous quittons les villes... Oui, quand on rentre dans le pays. À Dassa, la nature elle est là, présente. Quand tu vas dans le nord Bénin, moi j'ai la chance de vivre même à un endroit où, en Atitangou, quand tu montes sur les montagnes et que tu regardes la ville, tu vois que des arbres. Il y a plus d'arbres que de maisons. Et je pense que c'est de telles choses que nous devons encourager. Tu vois, on respire bien, on a une bonne oxygène, tout ça, grâce à la nature. Grâce à la nature. Ah oui. Et ailleurs, les gens payent pour aller sur une place publique. Les gens payent pour aller promener les chiens sur une place publique, pour aller lâcher les enfants sur une place publique. Si nous détruisons ce que nous avons, nous allons aussi venir à ce stade où nous allons payer pour courir dans les jardins. Si nous voulons venir à ce stade, bon, tant pis, mais moi pas toi, non, tu vas nous laisser ici. Mais tu vis au nord, tu l'as dit, tu vis dans le nord Bénin, mais tu es de plus en plus sollicité. Oui. Et moi, je voudrais te demander comment tu comptes faire, parce que ta notoriété aujourd'hui te précède. Oui. D'ailleurs, quand tu es arrivé, tout à l'heure, avant qu'on ne démarre ce tournage, cette émission, tu as été reconnu par plusieurs personnes dans la rue aujourd'hui. Bon, je pense que tu es habitué à ça. Oui. Et cette notoriété, elle induit également des opportunités professionnelles. Oui. Je te suis sur les réseaux comme beaucoup de gens. Et je sais que tu vas en Côte d'Ivoire depuis plusieurs mois maintenant. Oui, je travaille avec des autorités ivoiriennes. Voilà, et une fondation. Pour la préservation de la nature. Exactement. Et la fondation Rootwell Foundation qui est de la Côte d'Ivoire. Et qui me soutient. Ok. Oui. Ok. C'est une fondation qui me soutient énormément. Donc, tu y vas souvent? Oui, je vais souvent, régulièrement, oui. Ok. Et récemment, on a vu aussi à Agla. Ah oui. Que tu as procéder à une intervention à la demande des autorités. Oui. Pour déloger des serpents qui avaient commencé à terroriser les populations. Oui. Il y avait plus de peur que de mal. Oui, bon, ça c'est dans ton cas. Tu sais, un citadin qui n'est pas habitué à ça, il voit des serpents, il ne peut que partir en courant. Oui. Et quand tu arrives, tu permets de dégeler ce genre de situation, c'est un soulagement. Mais entre ces deux cas qu'on vient d'évoquer, donc la Côte d'Ivoire, les autorités au Bénin qui commencent à te faire appel, et ça va certainement se multiplier, ce type de demande s'il y a des situations qui le nécessitent, et tout ce qui va venir par la suite, parce que plus tu vas être connu, plus tu vas être sollicité, comment est-ce que tu t'organises pour que ton refuge, je ne sais pas si c'est le bon terme. Oui, c'est le bon terme, oui. D'accord. Donc, comment tu t'organises pour que ton refuge d'animaux ne soit pas, je ne vais pas dire délaissé. Je sais que tu formes des gens, il y en a qui travaillent avec toi, mais ta présence me semble quand même encore indispensable de ce que je vois de loin. Oui. Je travaille les vidéos. Comment tu vas t'organiser quand on va solliciter De Gaulle 2 semaines par mois, que tu seras à droite, à gauche, tu vas être dans les avions, aller à l'autre bout du monde? Parce que c'est ce qu'on te souhaite, n'est-ce pas? Exactement. Oui, le plus important, c'est que le message aille le plus loin que possible. Parce que nous voulons d'un monde meilleur, un monde qui respecte la vie animale et qui respecte la nature. Et un monde qui respecte déjà sa vie, on peut déjà dire que c'est un monde qui respecte la vie humaine aussi. Et il faut aussi dire que j'ai formé des jeunes, j'ai formé des gens, même quand je suis à Boussan. Actuellement, je suis à Boussan. Oui, bien sûr. Tout se passe bien. Et eux aussi, ils gèrent les reptiles, ils savent... Oui, ils gèrent tous les animaux. Comment tu les formes? Tu les repères comment? Est-ce qu'ils viennent vers toi ou c'est toi qui détectes des talents? Comment ça se passe dans la pratique? Ceux qui sont avec moi, je ne vais jamais chercher personne pour travailler avec moi. Ok. C'est impossible. C'est
c'est la nature qui m'amène ces personnes. Ceux qui travaillent avec moi actuellement, je les ai jamais fait appel. Ils sont venus tout seuls. Ils ont dit qu'ils veulent apprendre. Et ils n'ont même pas parlé. D'accord. Ils sont venus me voir et ils ont commencé à travailler avec moi. Sans même invoquer qu'ils sont venus apprendre. Du coup, ça se comprend tout de suite. Et tout ne se dit pas. La preuve, les animaux ne parlent pas, mais tu les comprends. Tout peut se comprendre. Bien sûr. Donc, du coup, je comprends que c'est des gens qui aiment les animaux et c'est des gens qui veulent apprendre. Et je les mets assis et puis on en parle et puis je me mets à les former et puis quelques mois après, ils sont prêts à tout faire. Donc, tu sais que tu as quand même, je ne sais pas si on peut parler de relève déjà, mais en tout cas, tu as de l'assistance sur place. Oui. Et ça te permet d'aller et de venir en toute sérénité. Oui, je peux dire qu'il y a même la relève. OK. Parce que De Gaulle n'est pas éternel. Oui, non, bien sûr. Non, je sais que tu vas former la relève, mais je me dis que quand on parle de relève, c'est quand même des gens qui sont restés longtemps. Oui. Des années. Si je prends un exemple simple pour que tout le monde comprenne, quand on prend les arts martiaux, avant qu'un maître ne dise que la relève est prête, c'est des gens qui sont restés 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, véritablement. Oui. Donc, certains dans le lot de ceux qui sont là vont partir, d'autres vont rester. C'est sûr qu'il y aura des fidèles qui vont être là au bout de 5-10 ans, vont prendre aussi leur indépendance. C'est un peu comme quand on va apprendre à être couturier, tailleur, coiffeuse. Oui. Parce qu'après tout, chacun a sa mission. Oui. Quelqu'un qui est venu faire une formation chez moi ne veut pas dire forcément que cette personne sera toujours avec moi. Absolument. Et cette personne aussi peut vouloir faire une lutte dans un autre pays. Oui. Et ce qui est souhaitable. Parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs De Gaulle partout. Absolument. Ah oui. Il faut qu'il y ait plusieurs De Gaulle partout. Si on forme quelqu'un qui veut partir, c'est aussi une bonne chose. Ah oui, parce qu'il part avec une bonne connaissance. Mais tu parles de mission, justement. Quelle est ta raison d'être à toi? C'est ta mission. Si tu devais l'expliquer à un jeune qui a 18, 20 ans, simplement, tu dirais quoi? La raison d'être de Gaulle, ce qui fait que tu te lèves tous les matins. Qu'est-ce qui t'anime vraiment? Déjà, moi, dès que je suis couché, j'ai envie qu'il fasse jour pour que je voie mes animaux. Et eux-mêmes, je pense que c'est pareil. Parce que dès que je dors trop, j'entends ma porte qui est grattée par des animaux. Donc, ce sont tes enfants, d'une certaine manière. Parfois, mon sommeil est même perturbé. Au point où j'ai mis une petite barrière pour que ma porte soit tranquille. Parce qu'après, ils défoncent un peu la porte. Donc, je pense que même j'ai envie de me voir très tôt. Tout comme moi, même quand je me réveille, j'ai envie d'ouvrir et de les voir autour de moi. Donc, il n'y a pas une joie plus que ça. Quand tu sais que tu viens de sauver cet animal qui est mourant et que une semaine après, tu le vois courir autour de toi, tu le vois manger, tu le vois reprendre sa forme, ben, tu respires, tu te dis oui, que tu fais quelque chose d'utile. Et moi, c'est ça ma mission de vie. Et ça ne va pas changer demain ni après-demain. Tu l'as découverte, cette mission-là, et c'est jusqu'au bout. Ah oui. Tu es un peu un docteur, un médecin pour les animaux? Tu te considères un peu comme ça? On peut dire ça, ah oui. Je suis la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Oui. Et il ne parle pas. Et il ne parle pas. Quand il y a un petit virus, on dit c'est chauve-souris qui a contaminé qui, c'est le rat qui a envoyé ça de l'autre côté, c'est le pangolin qui a envoyé ça de l'autre côté, parce qu'il ne peut pas prendre un avocat et se défendre. Et après, on nous dit que non, ce n'est peut-être plus le pangolin. Le virus s'est échappé au laboratoire. Je crois que tout le monde comprend déjà ce que tu veux dire. Et les animaux chez toi vivent dans une parfaite harmonie aussi. En fait, toi, tu vis en harmonie avec les animaux, mais entre eux aussi, on voit des cohabitations improbables dans ton refuge. Quelle est la cohabitation la plus folle qu'il y a eu? Des animaux qui prétendument seraient, on va dire, des adversaires, des ennemis, et qui arrivent à rester chez toi. Des mangoustes. Des mangoustes? Ils ne s'entendent pas avec quel animal généralement? La mangouste est un mangeur de serpents. Ok, les mangoustes et les serpents. Okay. Sa peau est même partiellement immunisée contre le venin du serpent. Ah bon? Parce que lui, quelle qu'en soit la taille du serpent, parfois il affronte à plusieurs et puis il le décime en quelques minutes. Ah oui, carrément. Oui.
Et puis, c'est l'ennemi juré mais des serpents. Donc les serpents ont peur des mangoustes aussi. Oui. Et d'habitude, c'est pas la mangouste qui a peur du serpent. C'est le serpent qui a peur de la mangouste. Mais tu peux vous le voir dans mes vidéos, la mangouste qui passe à côté du serpent sans problème et qui ne cherche même pas à le bouffer. Mais comment c'est possible ça? Il y a Comment aussi, tu arrives à instaurer ça? il y a aussi cette image du serpent qui passe entre les jambes du cheval et le cheval qui le regarde et qui écarte ses jambes pour ne pas le piétiner, pour qu'il puisse passer entre ses jambes, tout en n'étant pas affolé, parce que le cheval continuait pas à brouter, laissant le serpent passer. C'est impressionnant. Comment tu arrives à créer cet environnement? On a l'impression que c'est un jardin d'Éden. Oui. Je reprends l'expression, hein. Oui. Bon, c'est juste pour Oui, illustrer. je pense que c'est l'énergie des lieux. Parce que je ne peux pas dire que j'ai le contrôle de tout ça. Et parfois, il y a des choses qui m'échappent moi-même. Moi-même, je suis parfois dépassé par des images de chez moi, devant moi. Donc, je suis pas celui qui provoque forcément cette réaction des animaux. Okay. Je pense que c'est l'énergie des lieux. Même ceux qui me rendent visite, parfois ils se mettent assis, ils disent, de Gaulle, on n'a pas envie de partir, on se sent trop bien. Mais tu as choisi ce lieu-là sur une base donnée ou c'est parce que quand tu es arrivé la première fois, tu as ressenti quelque chose, un lieu qui a une telle énergie, comment tu en es arrivé à choisir? Ce lieu, comment je l'ai eu, et j'avais commencé par sauver les animaux en les amenant à la maison, puisque je vivais dans la maison familiale avec mon père. Okay. Donc, quand tu ramènes un serpent, les parents sont là. Tu ramènes un crocodile, les parents sont là. Donc, ils se disent, mais ce jeune homme. Il a quel problème? Il nous met en danger, là. Donc, ils ont commencé par s'inquiéter. Ah, il y a de quoi, hein? Donc, l'inquiétude était vraiment légitime. Bien sûr. Donc, ils ne comprenaient pas trop mes actions. Tu ramènes un serpent, c'est pour faire quoi? Tu veux le soigner, il va te mordre, il va te tuer. Laisse-le tranquille là où tu l'as vu. Toi, tu veux le soigner, pourquoi? Tu veux soigner un crocodile, pourquoi? Tu vois, un singe, laisse-le, tu vois. Moi, je les sauvais parce que je les retrouvais dans des situations où si personne ne fait rien, ils allaient mourir. Donc, du coup, mon père me dit, bon, j'ai un terrain acheté avant même ta naissance qui est là. On va là-bas avec tes animaux. Avec tes animaux et laisse-nous ici. Arrête de nous mettre en danger. Donc c'est comme ça que j'ai eu ce terrain qui était un terrain vide, il n'y avait rien dessus. D'accord. Que j'ai aménagé moi-même. D'accord. Au fil des ans. D'accord. Oui. D'accord. Et là, tu vas bientôt. Donc c'est mon père qui m'a donné ce terrain. Il y a aussi cette énergie-là, hein, c'est un terrain qui a été transmis. Oui. Et ce terrain restera toujours là. Mais par contre, actuellement, j'ai un terrain de plus de 7 hectares sur lequel je vais aménager bientôt. Donc actuellement, j'ai lancé un peu une cagnotte qui permettra de couvrir quelques frais. Du financement participatif crowdfunding? Oui. D'accord. C'est toujours en cours? Les gens peuvent y participer? C'est toujours en cours, oui. C'est jusqu'à quand? Le délai est indéterminé pour l'instant. Ok, donc c'est pour justement vous dire, hein, si vous regardez cet épisode et que vous voulez donc contribuer à cette cause, on va voir comment mettre le lien dans la description pour que vous puissiez y accéder et contribuer si c'est un combat, une cause qui vous parle. C'est pour ça que je demandais le délai pour savoir si au moment de la discussion... Oui, pour l'instant, le délai est large. Il est large, très bien, très bien. Alors, on s'achemine tout doucement vers la fin de ce bel entretien, mais je t'avoue que j'ai pas envie que ça s'achève parce que c'est très plaisant et on ressent de la sagesse dans tes propos, mais certains te trouvent aussi fou. C'est-à-dire qu'il y en a qui te trouvent sage, c'est mon cas. Il y en a qui te trouvent fou parce que tu poses des actes qui pour eux sont un peu dangereux, sinon très. Je regarde aussi dans les commentaires, parfois sous tes vidéos. Évidemment, il n'y a pas toujours que des commentaires positifs. Ça, c'est la règle. Hein. Personne ne fait l'unanimité. Il y a toujours des personnes qui veulent, venir titiller un peu ou laisser croire qu'elles savent mieux que celui qui fait ce qu'il fait, ce qu'il devrait faire, etc. Comment est-ce que toi, tu perçois tout ça? Est-ce que cette notoriété, c'est aussi un des prix à payer, c'est-à-dire prendre des coups
avoir la réputation parfois écorchée, être bousculé. Comment tu vis cette ambivalence-là? Entre la sagesse Et et la folie. la folie, présumée, hein? Oui, vous savez, chacun voit les choses depuis son angle d'observation. Absolument. Et certaines personnes, et moi je trouve que c'est normal, je ne les en veux pas. Trop dangereux, très dangereux ce que je fais, mais sans savoir qui je suis. Et depuis les angles d'observation, je trouve que ce que je fais est une folie. Et ce nom, je le reçois avec joie. Je ne suis pas contre. De toi-même, tu te fais appeler le fou sage. Ah oui. Je le reçois avec joie, mais j'ajoute le sage. Oui. Faut qu'il sache que derrière cette folie, il y a une sagesse. Il voit de la folie, c'est normal, mais qu'il sache que derrière cette folie, ces actions, il y a une sagesse. Ce que je fais là, je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour nous tous, c'est pour l'humanité. Parce que ça ne restait qu'à moi, j'ai ma maison, je mange, je dors, je vais dans la nature tranquille, j'ai rien à foutre avec personne. Si j'ai décidé de mener ces actions, c'est pour qu'il y ait un changement. C'est parce que je trouve qu'il y a certaines choses qui sont négligées, que l'être humain prend trop à la légère. Tu vois, les simples abeilles que nous ne considérons même pas, oui. S'ils disparaissent, il n'y aura plus de vie sur Terre. C'est vrai. Mais on ne les calcule même pas. On met des pesticides, des herbicides, des produits chimiques un peu partout, et puis on pense qu'on est roi. Alors que notre vie dépend. Alors que notre vie dépend de ces petites bestioles qu'on ne voit même pas. Donc il va falloir que l'homme descende de là où il pense être et qu'il regarde en dessous de ses pieds. Parce que parfois notre vie dépend de juste ce que nous piétinons tout le temps. Oui. C'est vrai. Il y a cette image d'ailleurs qui retranscrit un peu ce que tu dis, hein, c'est-à-dire tu peux piétiner une fourmi ou un ver de terre, mais le jour où tu es parti et que toi tu es en terre, ce sont ces mêmes vers-là qui viennent s'alimenter. Oui, tu rends visite. C'est une visite de courtoisie. Ah, je ne sais pas si c'est de la courtoisie ou de la revanche. Mais oui, c'est un bel exemple de l'équilibre de la dualité de notre monde, de cet univers où en fait les lois existent depuis des millénaires. Nous, on est là quelques années seulement de passage, comme tu disais. On est accroché à des choses comme si nous allons vivre 1000 ans. Donc on a la même espérance de vie qu'un perroquet. Perroquet vit 80 ans. Ok. Ah oui. Et l'espérance de vie moyenne n'est même plus. Oui. Plus bon, après, quand on hein. dépasse les 80 ans, on commence pas à porter des couches. Oui. Donc les perroquets vivent plus ou moins aussi longtemps que nous. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est une belle image pour se rappeler de l'éphémérité de notre passage. Oui. Ouais. On est tellement éphémère, mais on veut tout saccager comme si ces choses nous appartenaient. On est venu les voir, on va partir. Absolument. Il faut bien les entretenir parce que si nos ancêtres avaient fait comme nous aujourd'hui, ce que nous faisons, je pense qu'on allait tous vivre dans le désert. Hein. On allait naître dans le désert parce que nos ancêtres ont bien entretenu la terre, ils ont préparé notre avenir. Ben on est venu très intelligents. Très, très intelligent, on est plus intelligent que nos ancêtres. On pense, c'est ça. Donc, on pense être très, très plus intelligent. Nos ancêtres, c'était des sauvages, c'est ça, non? En fait, c'est vrai. Nous sommes des civilisés. Tu le dis comme ça sur le ton de la blague, mais ça doit nous amener à réfléchir parce qu'on abandonne beaucoup de savoir. Il y a quelques semaines, je recevais une jeune dame qui est naturopathe, donc tout ce qui est plantes, remèdes, etc., et qui avait un discours assez proche du tien en disant mais nos ancêtres ont laissé tellement de savoir et de sagesse que nous mettons au placard pour essayer de réinventer la roue. Ah oui. Alors qu'en fait, on est en train de créer notre propre enfer. Ah oui. Et là, tu as une philosophie qui est assez proche. Et regarde, quand on parle de déchets plastiques, tu vois une personne qui a été à l'école, bien habillée, et qui finit de boire et qui jette le plastique juste à côté. C'est vrai, c'est vrai. Ça, on les voit partout dans la rue. Oui, non, mais les gens baissent même la vitre
de la voiture. Oui, Hein. et puis tu boum. jettes. Et ça, c'est quelqu'un qui est resté sur des bancs durant des années. Et qui se dit intellectuel. Oui. Donc voilà, c'est là où ça nous amène. Absolument, absolument. Et quand tu parles de la préservation, qui est donc ton combat, hein, protection des animaux, préservation de la nature, est-ce que tu penses qu'en Afrique, on fait suffisamment d'efforts pour préserver le patrimoine vivant ou pas assez? Il y a les comportements individuels, tels que ce qu'on vient d'évoquer, il y en a tout plein. Donc, il y a des problèmes de civisme, ça c'est un autre volet. Mais de façon générale, dans les politiques mises en place dans tous les pays africains, hein, est-ce que tu penses qu'on fait assez ou il y a vraiment beaucoup de travail qui devrait être abattu, des réflexions à mener pour préserver davantage le patrimoine vivant? Je pense qu'en Afrique, nous avons la chance d'avoir encore cette biodiversité vivante. Mais il y a encore beaucoup à faire. Les gens se réveillent peu à peu. Quand je parle de moi, je suis soutenu. Pourtant, il y a des gens capables de me soutenir. Oui. Mais malgré que je mène un combat qui n'est pas un combat de destruction, si je disais, ben, De Gaulle cherche des armes pour aller déstabiliser un pays, je pense qu'il y aurait des gens qui vont me soutenir. Mais quand tu dis, protégeons la nature, protégeons les animaux, on se dit, mais c'est qui se fout là encore? Tu vois? Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il faut que les gens se réveillent. Au niveau des mentalités. Oui, il faut que nous changeons notre façon de voir les choses. Et la nature n'est pas si banale que nous le pensons. Toute notre vie en dépend. L'eau que nous buvons vient de la nature. L'air que nous respirons vient de la nature. Et nous vivons dans la nature. Même quand nous décidons tout, quand on détruit tout et qu'on construit des immeubles, tout est basé sur la nature. Si le sol n'est pas équilibré, est-ce que le sol n'est pas un sol solide? C'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? La maison ne va pas exister. Donc, nous, on rend grâce à la nature par rapport à tout ce qu'elle met en place pour nous. Malgré que nous la détruisons, elle continue par nous soutenir. Mais nous, à notre tour, nous faisons quoi? C'est la question que nous devons nous poser. Voilà. Ça... Non, je suis... Parfois, je me perds un peu de me penser parce que ce que tu dis me parle et ça m'interpelle aussi. Et j'espère que vous également, vous qui nous suivez, je crois que c'est un appel à la conscience de chacun d'entre nous sur le plan, bien sûr, personnel et sur le plan collectif aussi. Les communautés, comment est-ce que chacun peut faire dans son quartier, dans sa ville, etc. Il n'y a pas que les pouvoirs publics. On a tendance à, dès qu'il y a des difficultés, indexer les pouvoirs publics qui ont leur rôle à jouer. Mais nous avons, nous aussi, le devoir de ne pas jeter, comme tu disais, une bouteille, n'importe où. Même à la mer, les gens font n'importe quoi. Si nous n'aidons pas le pouvoir public à lui seul ne peut rien. C'est ça. Oui. L'État, c'est nous. Absolument. Et c'est à nous d'entretenir déjà ce qu'il y a autour de nous. Absolument. Et si nous demandons à une personne d'entretenir ce que plus de 15 millions de personnes jettent dans la rue, ça serait une mission impossible. Absolument. Absolument. Donc, il faudra que nous facilitons la tâche et à ceux qui sont là pour cette tâche aussi. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Ce que tu dis est très pertinent. Il y a quelques semaines, lorsque les premières grandes pluies se sont abattues sur Cotonou, il y a eu de nombreuses artères qui étaient vraiment sous l'eau. Et je me souviens d'un message du maire de la ville qui expliquait, M. Yankadja, qui expliquait que il y a bien sûr du travail à effectuer au niveau des ouvrages. Il y a des aménagements à poursuivre. Mais il a également souligné les problèmes de civisme en disant on ne peut pas uniquement traiter des problèmes de ce genre par un seul point. Oui. Il faut que chacun joue sa partition. Si vous jetez vos déchets là où normalement l'eau doit circuler et que tout est bouché, comment vous voulez qu'il n'y ait pas de l'eau qui stagne lorsqu'il y a des pluies? Et ça, c'est un travail de sensibilisation, je crois, qui est important. Il faut que chacun comprenne qu'il y a une responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Tu l'as dit tout à l'heure, l'État, c'est nous. Oui. Si on n'existe pas, il n'y a pas l'État. Exactement. Et l'État gouverne un certain nombre de personnes. Donc, il faut que nous puissions également donner le ton. L'éducation civique qu'il y avait à l'école, par exemple, moi, je trouve que c'est dommage
Que ça n'existe plus Oui, parce que moi, j'ai été étonné de voir dans les écoles où il n'y a pas de poubelle. c'est Là où il inadmissible. n'y a pas de poubelle, quand il dit il n'y a pas de poubelle, et ce n'est pas, comme je le disais, l'État, c'est nous. S'il n'y a pas de poubelle, c'est parce que ceux qui sont là présents Mhm. n'ont pas mis des conditions en place pour mettre une poubelle. Oui, Donc les enfants, ils jettent ça un peu partout. Et là, ces enfants vont grandir avec ça dans la tête, qu'on peut jeter partout. c'est vrai. Et là, ça crée des adultes qui vont encore continuer la tradition de la destruction. Je pense que la sensibilisation est très, très importante. Absolument. Oui. Absolument. Alors, tu as l'air très sûr d'avoir trouvé ta mission, tu es engagé, etc. Mais il y a dû y avoir des moments de doute sur le chemin. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, de questionnement, de remise en question de ton choix de vie, de ta mission de vie? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ah, je ne sais pas si je fais vraiment ce qu'il fallait? Et parler de doute, de souffrance et autres, et moi, je n'appelle pas ça pas les mêmes, c'est pas les mêmes expressions. Oui. Moi, je pense qu'il y a eu un moment d'évolution. OK. L'homme, il évolue. Oui. On progresse, on évolue. Je ne suis pas quelqu'un qui doute trop. Mhm. Et je ne suis pas quelqu'un qui a peur. Oui, ça, on a bien compris. Oui. Hein. Je pense qu'il suffit de voir une vidéo oui, pour s'en rendre compte. parce que je me dis que ce qui va se passer, va se passer. Tu vois, ça se passe bien ou ça se passe mal. Ça fait partie de... Je ne suis pas quelqu'un qui jette le tort sur les autres. Tu fais tes choix, tu assumes. Je fais mes choix, ça tourne mal, je suis le responsable. Ce n'est pas telle personne, non. Je suis responsable de mes choix et j'assume mes choix. Et j'ai toujours pensé ainsi et les choses se sont toujours débloquées. Ça peut sembler difficile. Même aujourd'hui, je dis que j'ai pas de soutien venant de ceux qui doivent vraiment me soutenir, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est bloqué, ou bien quelqu'un qui est souffrant, ou bien quelqu'un qui est malheureux. Au contraire, moi, je suis bien. Que ces aides viennent ou que ça ne vient pas. Moi, ma mission serait toujours intacte. Bien sûr. Je vais toujours la mener. Bien sûr. Jusque plus ça vient, plus ça facilite la tâche. Absolument. Mais si ça ne vient pas, tu fais ta chose selon ce que tu peux faire à ta portée. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui se met des choses dans la tête. Puisque tout ce que nous nous mettons dans la tête, parfois peuvent nous bloquer. Parfois, on se crée notre propre blocage en disant ceci, cela. On appelle même le blocage dans la tête. Alors que déjà, nous pouvons faire ce qui est à notre portée juste à côté. Tout est mental. Oui, tout est mental. Si je ne suis pas capable de prendre l'avion et d'aller le faire de l'autre côté, du bout de la terre, je le fais juste à côté, bien sûr. Derrière la maison à côté. Bien sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est un peu le détachement, comme tu disais, hein, le lâcher-prise, le détachement, et avancer avec les moyens qui sont les nôtres, oui. Selon la période, et comme tu dis, tout change, oui, tout change. Évolue, tout fluctue. Tout fluctue. Alors, on va conclure. J'ai juste deux dernières questions pour toi. Les jeunes aujourd'hui sont perdus pour la plupart. Je pèse mes mots et je les assume. Oui. Je dis perdus en ce qui concerne, je ne veux même pas parler des valeurs, c'est un autre débat. En ce qui concerne les choix de vie, la mission de vie. J'ai la chance de côtoyer beaucoup de jeunes. Jeune, c'est un terme très générique, n'est-ce pas? Donc, que ce soit des gens de 12, 15, 20, 35, 40, etc. De par mes activités dans l'autonomisation des jeunes, on travaille avec plein de gens dans les lycées, les collèges, les universités, dans plusieurs pays d'Afrique. Et ce qui revient, le dénominateur commun, c'est ça. Ils ne savent pas, pour la plupart, quoi faire. Pour eux, il faut avoir de l'argent. C'est d'ailleurs marrant. Tu te demandes parfois, dans une salle où il y a 300, 400 personnes, quel est votre but? Qu'est-ce que vous voulez de la vie? Ils répondent, je veux être riche. Et je leur dis souvent, vous savez, l'argent, c'est une conséquence. Hein. C'est la conséquence de quelque chose qu'on fait, et souvent qu'on fait bien, souvent, qui peut être lié aussi à un talent, à quelque chose. Donc, ils n'ont plus cette notion de la recherche, de la mission. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire? Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil ou comme avis, suggestion à des jeunes qui ont envie quand même de trouver leur chemin?
en disant, je veux comprendre ce pourquoi je suis calibré. Quel est le rôle que je suis amené à jouer dans ce théâtre gigantesque, hein, finalement, Oui. qu'est le monde et qu'est la vie? Comment est-ce que quelqu'un pourrait découvrir? Toi, tu l'as découvert assez naturellement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors, est-ce que tu as des tips ou des conseils pour ça? Je pense que les jeunes doivent apprendre à s'écouter soi-même. Ils doivent écouter les intuitions. Mhm. Ils doivent écouter les forces intérieures. Parce que souvent, il y a une voix à l'intérieur de nous qui nous parle. Absolument. Et parfois, on est distrait parce qu'il y a des propositions qui viennent de part et d'autre. Il faut qu'on apprenne à s'écouter. Et qu'on ne se laisse pas influencer par le monde extérieur. Parce que les propositions, ça n'en manque pas. Hein, que tout de suite, quand on allume nos écrans, on allume la télé, Oui. on nous vend tellement ailleurs, si bien que beaucoup de jeunes aujourd'hui prennent même le risque par le désert ou par la mer Oui. pour aller dans un monde qui n'existe même pas. Illusoire. Oui. Parce qu'ils se retrouvent quelque part où ils sont dans le froid, ils sont dans la rue, ils sont confrontés par le racisme et après, ils crient injustice. C'est de l'injustice, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui empêche les jeunes à s'écouter eux-mêmes, à ne pas se laisser distraire par ces propositions de part et d'autre qui les amènent à quitter, et comment je vais appeler ça, là ils sont nés. C'est-à-dire un environnement qui normalement leur permet de s'en sortir. Je ne parle pas des pays de guerre, ça c'est autre chose. Bien sûr. Les pays de guerre, c'est autre chose. Ici, on n'est pas en guerre. Je ne vois pas pourquoi un jeune va prendre tous ces risques. Donc, apprenons déjà à profiter, à aimer ce que nous avons à côté. La gratitude. Hein. Oui. Et à ne pas nous laisser distraire par ce que nous voyons dans les écrans. C'est très facile de se laisser distraire. De l'autre côté, les gens ne cueillent pas l'argent sur des arbres. Les gens travaillent. Les gens n'ont même pas des journées de repos. Alors que ce qu'on les vend parfois, c'est que tu vas et en quelques mois, tu as beaucoup d'argent, tu vas venir construire en Afrique, mais il faut que les jeunes cessent de rêver. Il y a toujours un prix à payer. Hein. Qu'ils cessent de rêver, qu'ils reviennent dans la vie réelle et dans la réalité. Écouter son intuition. Ah oui, il faut s'écouter. Et pour ça, aller dans la nature, ça aide. Ah oui. Tu l'as dit. Ah oui. Et je me permets de confirmer par expérience personnelle, ça aide. Je vais te laisser le mot de fin de façon totalement libre. Oui. Que ce soit un appel, un conseil, un avis, quelque chose qui te tient à cœur. Moi, je suis très heureux de t'avoir reçu et je savais que cet échange serait dense. Ah oui. Je le savais. Et c'est pour ça que je le voulais. Et que je me suis dit, ah, mon frère, il faut qu'on essaye de concrétiser ça parce que j'ai la conviction que ça va parler à beaucoup de gens. Ah oui. Donc, je te laisse le mot de fin. Je ferai une petite conclusion après. On va dire, je te laisse le pré-mot de fin. Oui. Bon, ce que je tiens à dire aux humains, et comme j'ai d'ailleurs l'habitude de le dire, on ne fait pas un bras de fer avec la nature. Nous ne pouvons pas faire un bras de fer avec la nature et gagner. C'est un combat dans lequel nous sommes déjà perdants à l'avance. La nature n'est pas notre ennemi. Essayons de composer avec la nature. Profitons de la nature. La nature n'est pas à combattre. Donc c'est le message que j'ai aux humains. Merci beaucoup. Merci pour ta sagesse. Merci d'avoir accepté de partager un pan de ta vie. Je sais que tu es quelqu'un d'assez discret. Oui. Et ça peut paraître paradoxal parce que tu es très exposé sur les réseaux, mais tu ne parles pas de ta vie privée ou même de ta vision, parfois dans certaines vidéos. Mais je voulais justement qu'on creuse ça, que les gens comprennent que De Gaulle, ce n'est pas uniquement l'homme des serpents. Parce qu'on a tendance à faire des stéréotypes. Et ça, c'est très francophone, Afrique francophone surtout. On aime bien dire, telle personne, il est docteur. Lui, c'est un vendeur de chaussures. Lui, c'est un maçon. Alors que l'être humain est pluridimensionnel. Et moi,
ce que j'apprécie le plus dans tes vidéos, au-delà même du combat que tu mènes pour les animaux et la nature, c'est ta philosophie générale, pour le peu que j'ai pu en apercevoir. Et je voulais qu'on puisse donc la partager avec le plus grand nombre, afin que ceux qui veulent évoluer, tu l'as dit, la vie c'est une évolution, Exactement. puissent prendre ce qui pour eux est constructif. Quand vous ouvrez un paquet, s'il y a 100 pièces, il y en a peut-être juste 2 qui sont utiles pour vous. Exactement. Mais prenez au moins ces 2-là. Si le reste ne vous est pas utile, laissez. Mais je sais que ma communauté, la communauté rock, la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, c'est une communauté qui est friande de ce type d'échange et qui va pouvoir relayer massivement l'information. Voilà, tu viens de dire tout de suite que tu as constaté que De Gaulle n'est pas quelqu'un qui expose sa vie privée. Oui. Et ce que les gens doivent savoir est que notre vie privée est notre force. Notre vie privée est notre pouvoir. La vie privée n'est pas quelque chose qu'on expose comme ça. Absolument. À moins que il y a raison de l'exposer. Mm-hmm. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui font en sorte que les gens n'ont plus de vie privée. Ils exposent tout. Mais après, ils sont étonnés que le cambrioleur connaisse les chambres à coucher. La position du lit. La position du lit. Ils sont étonnés. On n'expose pas tout. Apprenez à avoir une vie privée. Absolument. Et oui. Et c'est ça. Plus votre vie privée est votre pouvoir. Votre vie privée est votre force. Ouais, votre vie privée est votre pouvoir. Oui. Ne pas ouvrir les portes soi-même. Oui. Appeler les cambrioleurs. Il ne faut pas exposer son pouvoir. Oui, absolument. Le pouvoir, on le met dans un corps fort. Profond et puissant. Et éloignez-vous des gens qui veulent exposer votre vie privée sans votre consentement. C'est très important. Exposer la vie privée de quelqu'un sans son consentement, c'est de l'exposer au danger. Les gens ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, les réseaux sociaux facilitent les prédateurs. Ouais. Aujourd'hui, même les réseaux sociaux sont même un outil de prédation pour certains. Bien sûr. Et tout est calculé, tout ce que nous exposons. Il y a des gens qui restent assis et qui étudient tout. Votre chambre est étudiée. Vos toilettes sont étudiées. Votre porte, comment vous la fermez, est étudiée. Comment est l'intérieur de votre voiture, tout est étudié. Et si quelqu'un veut frapper, il va frapper avec justesse. Avec justesse. Voilà. Il va frapper avec précision. Absolument. Ouais. Absolument. Merci pour ces ultimes conseils. Je dis ultime parce que c'est dans le cadre de l'entretien. Et comprenez bien la métaphore. Il a parlé de maison. Ce n'est pas forcément la maison physique. Non, pas forcément. J'ai bien compris. C'est pour attirer l'attention de ceux qui peut-être resteraient figés là-dessus. Faut pas tout prendre au sens littéral. Merci. Exactement. C'est toute information, tout élément qui relève de la vie privée doit rester dans le champ justement du privé, sinon ça devient public. Merci beaucoup encore une fois. Ça a été un plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Talk Rock. Je vous invite, comme je le disais, à partager, laisser un commentaire pour qu'on puisse échanger s'il y a des choses qui vous ont marqué. Même si vous n'êtes pas en accord avec certains points, évoquez-le. La discussion dans le respect, avec les égards qu'il faut, c'est ça qui enrichit l'homme. Échanger sur les opinions. Et en attendant qu'on se retrouve, prenez soin de vous, de votre corps, mais surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.